Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Elle fait de la radio, mais aussi elle est surfeuse. Bonjour Alexandra. Ah, excuse-moi, Cyril, j'ai pas comment ouvert ça ton va micro, ça va bien et toi? Bah oui, parfaitement. Écoute, le temps commence à se stabiliser. Là, on espère que ça va durer un petit moment quand même, parce qu'on a la ras-le-bol de cette flotte. Hein. Ah bah là, les giboulées de mars au mois de juin, ça y est, en plus c'est l'été vendredi, donc faudrait que ça cesse. C'est demain, l'été. Ah c'est oui le 20 juin, exceptionnellement, Ah, le 20 cette année. Ouais. Et bah voilà, le 20 juin, demain, l'été, trop bien. Et bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de deux sujets d'été. On va parler de surf, effectivement, et on va aussi parler d'un festival d'humour, le premier sur l'île d'Oléron. Où je suis allée rencontrer la famille qui a créé ce festival. Mais pour l'heure, comme je vous ai dit, on va parler de surf parce que ce lundi, c'était la journée internationale du surf. Et comme vous le savez, sur l'île d'Oléron, ça reste un bel endroit pour surfer. On y trouve pas moins de 17 écoles de surf et un club de surf pour entraîner les futurs espoirs, peut-être qui nous représenteront dans quelques années aux Jeux Olympiques. Et donc pour cela, je suis allée rencontrer Ludo, qui est l'entraîneur et le responsable de l'Oléron Surf Club et qui nous explique un petit peu le club et ce qu'il fait là-bas. Je m'appelle Ludo, je suis le responsable de l'Oléron Surf Club. Je suis entraîneur depuis une dizaine d'années. Je suis aussi ancien compétiteur. Et je fais ça depuis assez longtemps maintenant, ouais. C'est quoi l'Oléron Surf Club ? C'est un club de surf créé en 2018 qui est la suite du Castel Surf Club et c'est le seul club de surf de l'île d'Oléron. Donc c'est quoi un club de surf ? Parce qu'on voit des écoles, c'est quoi la différence entre un club et une école de surf ? Un club de surf, c'est associatif déjà, c'est la condition principale pour être affilié à la Fédération française de surf en tant que club. On délivre des licences, on a un fonctionnement à l'année, comme on pourrait aller au foot ou au sport de manière générale les mercredis et les samedis. L'enseignement entre un club et une école, il est différent ou est-ce que là un club a pour vocation de créer des futurs espoirs en surf ou d'apprendre la pratique ? Alors l'enseignement n'est pas différent puisque pour faire vivre un club, on fait de l'initiation à des fins commerciales. Ça nous permet d'avoir des salariés à l'année, etc. La différence entre un club et une école, ça va être plutôt la variation de nos missions. C'est-à-dire que nous, on peut avoir des élèves pendant des années. Vu que le club, ça peut commencer autour de 6 ans et qu'en général, nos compétiteurs arrêtent de venir à l'entraînement quand ils passent en fac. On est plutôt vers les 18 ans, donc on peut passer plus de 10 ans au club. Fatalement, en termes d'apprentissage, on va explorer d'autres phases d'apprentissage. Que ce soit côté loisirs ou compétition, parce qu'il y a aussi des élèves qui font du club pendant 10 ans, mais qui feront jamais de compétition, parce qu'ils n'en ont pas envie. Mais qui vont découvrir tout le territoire, qui vont quand même être des surfeurs avec toute la culture du surf, ce qui n'est pas vraiment possible sur un cours, sur une initiation d'une semaine ou quoi, ça demande beaucoup plus de temps. Après nous, on a aussi la mission des scolaires sur l'île d'Oléron, donc c'est encore un autre public, c'est notre seul public qui ne veut pas forcément surfer. C'est pas eux qui sont demandeurs, mais c'est leur maîtresse ou leur maître qui décide de les emmener au surf. Donc c'est un autre challenge pour nous de faire ça. Ça fait partie du programme scolaire d'apprendre le surf ? Ça fait partie d'une mission du territoire de l'aisance aquatique. C'est pas vraiment du savoir nager, c'est vraiment l'aisance aquatique. Donc la communauté des communes d'Oléron a mis en place une convention du nautisme qui part du CE1, CE2, peut-être même CP, où ils vont faire de la piscine principalement à Iléo, et ensuite ils financent les cours de voile, de surf et d'activités nautiques au sens large pour que les élèves du territoire puissent découvrir leur territoire. Donc ça veut dire que les élèves qui sont sur l'île d'Oléron, à travers l'école, ils peuvent faire de la voile, du surf, tous les sports nautiques qu'on peut retrouver sur l'île d'Oléron. Oui, normalement toutes les écoles font quelque chose. C'est-à-dire que nous, on travaille avec déjà la plupart. Donc c'est sûr qu'elles font du surf. Mais il y a par exemple les écoles du nord de Saint-Denis et de Labré. Je sais qu'elles font uniquement de la voile, mais pendant 2 à 3 cycles. Donc les élèves vont pendant 10 séances par an faire de la voile. Et ça, c'est que les écoles primaires ? C'est les écoles primaires, oui. Au collège, ils font plus de sport ? Au collège, il y a l'UNSS qui est le sport académique.
qui, suivant les années, suivant les profs, peut être avec plus ou moins de structure. On est en train d'essayer de travailler sur quelque chose avec le château. Parce que justement, le sport qui est fait à travers l'éducation nationale, que ce soit à l'école primaire, au collège, il est aussi défini par le territoire dans lequel on est scolarisé ? Fatalement, ça va être plus dur de faire du surf dans la Creuse, mais oui. Alors, il faut bien séparer dans l'éducation nationale l'enseignement primaire, secondaire, etc. Ça va pas plus être les mêmes interlocuteurs. Donc, pour l'instant, nous, on connaît assez bien l'environnement de la primaire et on commence à mettre un petit pied dans l'environnement du collège et on ne sait pas encore. Ça reste une découverte. Et pourquoi justement c'est pas la même chose qui régit les sports à travers l'éducation ? D'abord le fait qu'il y ait du surf scolaire, c'est une volonté politique. C'est pas une volonté spécialement de l'éducation nationale. Un rapport avec les Jeux Olympiques ? Non, c'était fait bien avant. Par contre, c'est propulsé par les Jeux Olympiques. Après, il y a toujours eu, je pense, un lien entre le savoir nager, l'école et le territoire. Ça fait partie des compétences qui sont à acquérir au primaire. Là, tu as dit que l'association a existé depuis 2018. On a vu pendant le Covid qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mis à la pratique du surf. Est-ce que c'est un engouement qui a continué après le Covid ou c'était vraiment un peu l'excuse pour pouvoir trouver un sport et sortir de chez soi ? Non, c'était déjà avant le Covid. Depuis déjà 10-20 ans, le surf, c'est déjà devenu plus accessible par le matériel, par le nombre de moniteurs formés, par la culture. Donc fatalement, plus de gens essayent le surf et deviennent accros parce que c'est un sport vraiment génial. Et alors l'effet Covid qui a été de manière générale, c'est besoin de plein air. Fatalement, après être enfermé pendant plusieurs mois, on veut être dehors. Le surf a cette force-là, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer partout où il y a la mer. On est libre au niveau des horaires. On fait ce qu'on veut comme on veut. C'est sa force et sa faiblesse, en fait, dans un monde où il commence à y avoir beaucoup de pratiquants. Et là, donc, tu nous parlais de l'association, enfin le club, du coup, Oléron Surf Club, différent d'une école, parce que aussi il y a le format compétition, donc c'est aussi pour pouvoir former des futurs espoirs à faire des compétitions. Oui. Depuis qu'on est devenu Nouvelle-Aquitaine, c'est assez récent. Pour la Charente-Maritime, ça a été quelque chose d'assez dur dans le sport parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la région où il y a le plus de combativité dans la compétition. On a réussi à se relever et à présenter des compétiteurs qui sont maintenant au niveau. On a un champion d'Aquitaine depuis l'année dernière. Il s'appelle comment ? Zachary Pommier, en Benjamin. Cette année, il est en minime et il est qualifié au championnat de France. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu retourner au championnat de France. Il faut savoir qu'une année de compétition en surf, c'est très lourd financièrement et en organisation, puisque rien que sur les compétitions régionales, on doit se déplacer entre l'île de Ré et Hendaye, avec les hébergements que ça suppose, avec les compétitions qui sont sur des week-ends de mai ou sur des débuts de vacances scolaires. Par exemple, là, je vais me déplacer à Lacanau avec les enfants le 7 juillet. Je peux vous dire que les hébergements coûtent cher à Lacanau sur le 7 juillet. Donc, c'est un gros budget pour l'association pour peu d'enfants. C'est eux qui nous coûtent le plus cher. Nous, on a décidé, on a cette visée politique et sociale sur l'île d'Oléron de financer tout. C'est-à-dire que les parents participent pas ou très peu au déplacement. On pense que le sport, ça doit être quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Que ce soit sociologiquement parlant, physiquement, tout le monde doit pouvoir accéder au surf et c'est notre pensée profonde. Donc en compétition, c'est pareil, mais du coup, ça nous demande d'aller chercher pas mal d'argent pour financer ça. Et voilà, le surf, c'est un sport qui fait du bien, c'est un sport aussi qui coûte cher, comme nous l'explique Ludo. Et justement, vous aurez le plaisir d'apprécier ce sport cet été à travers les Jeux Olympiques. Et j'en ai profité pour justement demander à Ludo quelques petits tips pour regarder les Jeux Olympiques et connaître un petit peu ce sport. Restez avec nous, on écoute ça après la pub. Laissez parler les huîtres.
De retour dans Laissez parler les huîtres où nous parlions de surf et nous étions avec Ludo, l'entraîneur et le responsable de l'Oléron Surf Club, à qui j'ai demandé de nous rappeler alors qui on va pouvoir supporter cet été aux Jeux Olympiques en surf en français, et puis de nous expliquer un petit peu l'épreuve de surf des JO. Alors pour le surf, c'est la deuxième fois que c'est présenté au JO. La première fois, c'était au Japon, où on avait peu de chance, peu d'espoir de médaille parce que nos surfeurs sont pas les plus performants dans des petites vagues un peu dures. C'était le cas au Japon. Là, cette fois-ci, c'est Tiupo à Tahiti. C'est un territoire un peu français finalement. Nos surfeurs et surfeuses, parce que là, pour le coup, là où on a le plus de chances de médaille, c'est chez les filles. On a 2 représentantes, c'est Vaine Fierro et Joanne Defay, qui sont... Alors Joanne, elle vient de La Réunion, et donc elle est très habituée à surfer des grosses vagues et des grosses vagues de corail, donc c'est plutôt positif pour nous. Et Vaine, c'est carrément la locale de l'étape, elle a grandi là-bas, et elle vient de gagner la compétition, le WCT, donc c'est la plus haute ligue du surf, en tant qu'invité. C'est un truc historique, c'est très très rare qu'une invitée gagne la compétition. En général, les pros sur le circuit sont imbattables. Et là, c'est elle qui a gagné, donc on espère fort qu'elle va nous proposer le même genre de surf pour les JO. Côté garçon, on a aussi Kaoli Vast, qui est aussi local de là-bas, qui a fait une demi-finale l'année dernière sur cette compétition de Ligue mondiale. Qui est un enfant du pays et qui a beaucoup de chances de médaille aussi, donc ça c'est assez chouette. Et on a Joanne Duru qui vient du sud de la France et qui est aussi un très bon surfeur, qui a passé du temps sur le circuit mondial. Donc là on est pour la France, on a des forts espoirs de médaille. Ça c'est très très chouette. Tous ces gens qui entendent le surf mais qui comprennent pas vraiment, il y a une différence de pratique dans le surf avec la taille des vagues. On est surfeur de grandes vagues ou pas, comment ça se passe pour les Jeux Olympiques? Comment ils définissent là, Tiupo, ça va être des grandes vagues, à la différence du Japon au dernier JO. Comment c'est choisi? Alors, dans les critères de jugement, les critères de base, c'est vitesse, prise de risque, contrôle, variation. En l'occurrence, sur des petites vagues, ça va être des manœuvres, des virages, des manœuvres dans les airs, donc des sauts, des 360 et tout ça. Et à Tiupo, là, on a une vague qui est une des plus grosses vagues du monde, une des plus impressionnantes. C'est pas des manœuvres qui sont possibles, ça va être beaucoup sur le tube que ça risque d'être noté. Et donc là, ça va être l'engagement qui va primer. Et en fait, c'est beaucoup plus simple en termes de jugement. C'est-à-dire que c'est celui qui prend la plus grosse vague, qui prend le plus de risques et qui va passer le plus de temps dans le tube et le plus profond possible. Donc après, ça, c'est des jugements où il faut avoir un œil un peu plus averti, mais ça reste un super spectacle pour les spectateurs. Il n'y a pas d'histoire de vitesse? Ça va très vite dans le tube, quoi qu'il arrive. Mais ils ne sont pas jugés à vitesse, il n'y a pas un record de vitesse? Non, alors le tube, il vaut mieux ralentir pour rester plus longtemps dedans. Non, il n'y a pas de record de vitesse. En fait, il y a un record de vitesse en Australie par Mick Fanning, parce qu'on a eu avec les montres là qui arrivent à capter la vitesse. Et finalement, là où on va le plus vite en surf, c'est quand on fait des virages. Paradoxal, c'est le moment où ça renvoie après le virage. Est-ce que toi, tu saurais expliquer pourquoi c'est Tiupo qui a été choisi pour faire les Jeux Olympiques surf et pas toute la côte atlantique où on a quand même des conditions qui sont plutôt cool? Je pense à même le Pays Basque, etc. Déjà, il y a la période de déroule. Enfin, les JO, c'est pendant l'été. Donc en Europe, c'est là où il y a le moins de vagues. C'est la première chose. Pour le surf, le terrain de jeu du surf, c'est l'océan. Et du coup, on est vraiment tributaire de ça. Si on avait fait ça en France, ça aurait été vachement moins beau, vachement moins spectaculaire. Et on aurait même risqué de ne pas avoir de vagues du tout. Ça peut arriver pendant l'été d'avoir pas de vagues pour un niveau international, j'entends. On peut quand même faire un peu de surf, mais on ne peut pas proposer ça aux meilleurs surfeurs du monde. Moins spectaculaire. Ouais. Ensuite, Tiupo a l'habitude d'accueillir ce genre de compète. Il y a une polémique sur la tour, mais ils ont vraiment les équipes pour organiser ce genre de compète et l'expérience pour le faire. Donc ça semble assez logique.
Et voilà, comme nous dit Ludo, le spectacle des Jeux Olympiques risque d'être vraiment sympa. Alors restez avec nous si vous voulez des conseils du coach pour vous pour cet été. Mais en attendant, je vous propose d'écouter un petit Beach Boy pour se mettre dans l'ambiance. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres où nous parlions de surf avec Ludo et j'en ai profité pour lui demander des petits conseils pour tous ceux qui veulent se mettre au surf et qui connaissent pas les conseils de sécurité d'un coach. L'océan gagne toujours à la fin, donc ne jamais penser qu'on sait. En fait, l'expérience de l'océan après toutes ces années passées devant, c'est qu'on sait rien du tout. Prendre le temps d'observer tout ce qui se passe là dans la nature et prendre soin des autres. Prendre soin des autres, ça veut dire que au moins dans la pratique du surf, on va se mettre à un endroit où on risque pas de blesser les autres, pas se blesser soi-même. On n'oublie pas de prévenir si on va surfer quelqu'un pour qu'on sache où on est. Et notre plaisir ne doit pas passer avant la sécurité. C'est vraiment important, surtout l'été où il y a beaucoup de monde. Et on n'est jamais bête de poser des questions. On est bête de ne pas en poser. Et toi, tu dirais que c'est un sport qui est difficile à apprendre ? Non, c'est super facile à apprendre au début. Mais après, c'est un sport qui est infini en termes d'apprentissage. Donc quand on commence, il faut se préparer à passer les 20 années d'après à s'entraîner. On pense qu'il vaut mieux apprendre avec un moniteur plutôt que se retrouver tout seul à pas savoir et à se mettre en danger peut-être. Parce que toi, tu dirais que justement le surf vaut mieux une ou deux sessions d'initiation et de prise, où on voit les risques et les dangers, et après on peut s'y mettre un peu plus tout seul. Je pense que la progression elle est personnelle à chaque surfeur, mais qu'effectivement la sécurité elle tombe pas du ciel et ça s'apprend. Il y a des petits basiques qui peuvent permettre à tout le monde de pratiquer en toute sécurité. Donc ça veut dire quelqu'un qui loue une planche de surf est censé rappeler les règles de sécurité à la personne à qui il loue la planche pour éviter que la personne se blesse ? Oui, mais ça peut ne pas suffire. En fait, l'océan, c'est quelque chose qui bouge. Avoir la vue de ce qui se passe dans l'océan quand on est néophyte, c'est très compliqué. Donc souvent, l'apprentissage, ça passe aussi par l'expérience et il faut prendre un peu de temps pour tout ça. C'est pas juste je loue une planche et j'y vais, je vais tout savoir. Oui, c'est bien de faire des cours pour être en sécu. Oui, et puis comme tu as dit, c'est important aussi même de poser des questions sur les trucs qu'on ne connaît pas, quitte à passer un peu pour un idiot, mais au moins on évite peut-être l'accident et de se blesser bêtement. On n'est jamais idiot de poser des questions. Vraiment, l'océan, c'est quelque chose de dur à lire, qui met des années. Et en fait, c'est comme ça qu'on a la meilleure pratique finalement, c'est quand on pose des questions. Si on demande rien à personne, c'est là où on risque de se mettre en danger d'abord, de mettre en danger les autres. Et puis de pas forcément prendre de plaisir dans tout ça, parce que surfer, c'est pas avoir peur ou avoir mal, ça c'est sûr. C'est beau, c'est une belle phrase de conclusion que nous fait Ludo. J'espère qu'il a répondu à certaines de vos questions. En tout cas, comme il le dit, n'hésitez pas à aller poser des questions, n'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner, à comprendre un peu plus l'océan et comment ça marche. Et puis avec un peu de chance, on pourra voir Cyril cet été faire du surf. C'est pas gagné. Ah bon. Bon, c'est un défi à relever. En tout cas, c'est tout pour le surf aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'un événement qui est tout nouveau sur Oléron. C'est un festival d'humour, le festival Il à rire. Donc, je suis allée rencontrer la famille qui est à l'origine de cet événement et vous allez voir que leur histoire, elle est plutôt drôle. Déjà, on commence sur quelque chose de drôle. Moi je suis Richard Prado, je viens depuis 20 ans sur l'île d'Oléron et j'ai eu l'idée complètement farfelue de créer un festival d'humour. Et moi je suis Cécile, sa femme, et j'ai l'idée farfelue de le suivre dans cette idée farfelue. Et du coup ça part d'où alors cette idée farfelue ? On est des rescapés des mauvaises nouvelles en fait, parce que après le Covid, il y avait quand même une torpeur, c'était pas très très funky tout ça, et on s'est dit Oléron c'est quand même un spot qui est génial, il va falloir se détendre un petit peu. Donc avec toutes ces mauvaises nouvelles de guerre, de pouvoir d'achat ici et ça, on s'est dit tiens on va créer un petit spectacle pour s'amuser un peu, puis c'est parti juste de cette petite idée là. Et puis pourquoi pas 2-3 spectacles, on pourrait faire un truc sur la plage, puis après on a mis les enfants dans la boucle, et c'est devenu en fait un projet de famille. Donc on a 4 enfants, donc on s'est dit allez tous les 6, pourquoi pas un projet comme ça, et c'est parti comme ça assez rapidement en fait. Donc alors qu'est-ce que là vous nous proposez, c'est quand
C'est quoi, c'est où et qu'est-ce qu'on va voir à ce festival? Alors, c'est un festival qui va durer 2 jours pleins. On commence le vendredi 28 juin, donc dans l'après-midi, jusqu'au dimanche midi, donc avec la clôture dans l'après-midi du dimanche. Donc, c'est un festival qui va rassembler une douzaine de spectacles. Sur les 12 spectacles, il y a 2 scènes, une scène payante avec, on va dire, des têtes d'affiche, mais il y a que des artistes de qualité. Donc, sur la salle de l'Escale, donc 2 spectacles le vendredi soir et 2 spectacles le samedi soir. Donc, sur la salle de l'Escale en payant et sur le port en gratuit. Plus des animations sur tout Saint-Denis en fait, sur la place du village, sur le marché, sur le port et puis bien sûr sur la plage avec le yoga du rire par exemple. Donc c'est un festival qui a lieu dans le nord de l'île à Saint-Denis. Pourquoi faire un festival à Saint-Denis? C'est quoi votre histoire avec Saint-Denis? Bon, nous on adore toute l'île, on vous voit arriver, ça, Alexandra, bien sûr, mais Saint-Denis parce qu'on affectionne Saint-Denis et on y vient depuis 20 ans, donc on connaît bien, on est déjà investi dans des associations, on aime bien tout ce qui s'y passe à Saint-Denis, bien sûr on rayonne sur toute l'île, donc c'est pour ça qu'on communique sur c'est le premier festival d'humour sur Oléron, parce que voilà, il a fallu trouver un atterrissage, mais pourquoi pas étendre un peu sur les années futures. Alors ça s'adresse à tout type de public, de tous les âges. Donc c'est pour ça qu'on a voulu des spectacles qui s'adressent aux enfants par exemple. Il y a des spectacles le samedi à 16h sur le port, c'est spécial enfant. Et puis le soir, c'est les ados, les adultes. Il y a des spectacles plutôt recommandés au-dessus de 12 ans ou de 15 ans. Mais bon, ça reste très familial en fait. Donc tout spectacle de toute nature. Est-ce qu'il y a des gens connus qu'on connaît, parce que de plus en plus on voit plein d'humoristes maintenant sur les réseaux, etc. Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche qu'on peut déjà commencer à suivre sur les réseaux pour se préparer au spectacle la semaine, dans 2 semaines? Alors si on peut parler de têtes d'affiche, nos têtes d'affiche en tout cas, on va dire qu'il y en a 2, mais ils sont tous excellents parce qu'ils tournent dans toute la France, la plupart en tout cas. On peut citer Marcus qui vient de qui est rentré sur scène via Rire et Chanson, donc il a été exposé beaucoup sur les chaînes et les télés, donc il tourne beaucoup sur Paris et de plus en plus en France. Et puis bien sûr Vanessa Caillot qui est connue aussi, qui a fait un tour de France, donc elle a fait une 20aine de dates en France. Elle termine donc sur le festival d'humour d'Oléron à Saint-Denis, et puis qui est connu et puis qui a de la famille sur Oléron, donc et qui part à Avignon tout de suite après Saint-Denis au festival d'Avignon. Et comment vous avez trouvé tous ces artistes? Pourquoi eux et pas d'autres? Comment ça a été votre processus de sélection pour ce premier festival d'humour? Alors on a réuni un comité familial. Alors là, je vais vous dire que c'était très très sélectif, puisque on s'est abonné sur une plateforme dédiée aux artistes. On a reçu plus de 150 candidats. Alors de toute nature de spectacle possible. Et les dimanches après-midi, et ça j'ai mon épouse à côté de moi qui peut en témoigner, donc après le dessert c'est café, spectacle, et on a fait la programmation, donc on a fait une sélection en fonction de la qualité des spectacles, il faut que ça s'adresse à tout le monde, il faut que ce soit des hommes et des femmes, etc., etc. Donc on a sélectionné, on est allé voir sur YouTube un petit peu les références, et puis on s'est renseigné, donc on a passé de nombreux dimanches pour 150, faire un premier tri à 50, puis 20, et voilà, les 12 meilleurs ont été retenus. Et qui a eu le mot décisionnaire final? Parce qu'entre votre génération et la génération de vos enfants, est-ce qu'on aime le même humour? Est-ce qu'on rigole des mêmes choses? Est-ce qu'on va voir les mêmes spectacles? Alors, oui, mais c'est mon épouse qui avait le mot de la fin. Effectivement, c'est la mère de famille, on le sait tous. Donc, on faisait un tour de table. Donc, le petit dernier avait 15 ans. On a 15, 18, 22, 25 chez nous. Donc, ça répond un petit peu à tout le monde. Donc, étant le plus âgé, je faisais la contrebalance. Et puis, mon épouse tranchait, en fait. Il disait, nous, on va prendre ça. Et on suivait docilement. La voix de la raison. Et alors, c'était quoi votre secret pour choisir? En fait, paradoxalement, on n'a pas tant eu besoin de trancher que ça, parce qu'en fait, tout le monde était assez raccord et on a fait la majorité. Et en fait, on n'a jamais eu à trancher. On était plus en phase tous sur les spectacles et on a voté. Okay. Ça s'est passé en vote. Ah oui, on n'a pas imposé nos décisions, Richard et moi, ça c'est sûr. On était d'accord, vraiment. Et est-ce qu'il y a des humoristes sur l'île d'Oléron? Alors oui, il y a des humoristes sur l'île d'Oléron, parce que notre démarche initialement qu'il faut signaler, c'était de privilégier les artistes d'Oléron, privilégier les producteurs d'Oléron, parce qu'on va voir un bar à 8, on n'a que des produits de l'île d'Oléron. Donc effectivement, on a fait un appel à des artistes d'Oléron. Donc il y en a qui se produisent, les Diony Zinzin par exemple, c'est une troupe de théâtre qui est de Saint-Denis d'Oléron et qui va se produire le dimanche midi. Donc voilà. Vanessa Caillot, à la de la famille sur Oléron, elle connaît très bien. Donc Hippolyte aussi, qui va faire le yoga du rire sur la plage, il est oléronais. Donc voilà, donc on pouvait
pouvait pas faire du exclusif Oléronais. Certains n'ont pas eu le temps de répondre et effectivement, il a fallu qu'on se fasse connaître. Donc, on s'est peut-être loupé sur cette année sur ce sujet-là. Mais en attendant, il y a presque la moitié des artistes qui sont d'Oléron, de plus ou moins près d'Oléron, et puis les autres qui viennent du continent, dit-on. Donc s'il y a des artistes oléronais qui ont raté ce moment-là, ils peuvent vous contacter en vue des prochaines années peut-être pour être dans le vivier ou dans la sélection familiale. Évidemment, parce qu'un festival, au-delà du festival en soi, ça a un impact sur tout l'écosystème en fait. Donc c'est un public, ce sont des artistes, mais ce sont aussi des commerçants qui nous suivent, des entreprises. Et en fait, on irrigue en fait le territoire grâce à un festival quel qu'il soit d'ailleurs. Donc il y a un aspect économique, culturel, social qui est important. Et ça, cette dimension-là, on l'intègre vraiment dans notre démarche. C'est pour ça qu'on a souhaité des producteurs régionaux, qu'on souhaite aussi des artistes locaux, qu'on souhaite des partenaires de plus en plus. On aurait pu aller chercher des partenaires en dehors. On en a, le Château de Cheverny, pour pas les citer, parce qu'on les connaît bien, mais ils sont très attentifs à ces démarches-là. Mais la plupart de nos partenaires sont d'Oléron. Et ça, et d'ailleurs, on les salue, parce que c'est aussi grâce à eux que le festival existe. Alors, qui dit première édition, dit qu'on a eu énormément d'idées, on a eu plein d'envies, etc. Mais il a fallu faire un choix. Donc, effectivement, ça ouvre tous les possibles pour l'année prochaine. Et je pense qu'effectivement, on aura d'autres idées, peut-être des ateliers. On avait aussi des idées d'humour, que l'on tenait les blagues sur la plage, etc. Donc, tout ça, on va le garder pour la deuxième édition parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un projet à 6 qu'on a porté comme ça, on ne pouvait pas tout faire. Donc on compte sur tous les Oléronais pour nous soutenir dans cette première édition et du coup, on aura plein d'autres choses à vous proposer l'année prochaine. Et voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez soutenir cette belle histoire familiale qui est à l'initiative de cette première édition, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. On leur souhaite beaucoup de succès, mais j'ai aussi voulu savoir, parce que l'histoire m'a quand même intriguée, comment Richard et Cécile ont réussi à impliquer leurs enfants dans la création de ce festival et comment on les responsabilise chacun à un poste différent. En fait, chacun de nos enfants a sa place attitrée, c'est-à-dire que notre aîné qui est plus dans la finance suit toutes les finances, fait les business plans, etc. Notre deuxième qui est dans la restauration, l'hôtellerie, est responsable du bar à huîtres et donc de trouver les producteurs, etc. et de le tenir quand même. La troisième qui, elle, est plus encore école de commerce, etc. S'occupe de tout ce qui est la logistique, l'hébergement des artistes, savoir ce dont ils ont besoin, etc. Et le petit dernier qui a 15 ans et qui est très com digital a eu la lourde responsabilité quand même de créer le site web et de faire la com digitale sur les réseaux, etc. Donc en fait, c'est aussi une manière d'inculquer à nos enfants qu'il faut s'investir dans la vie, donner aux autres et surtout une gestion de projet parce qu'ils se rendent compte qu'un projet qui naît dans l'esprit de leur père et que tout le monde suit, certes, il faut quand même, ça a duré 1 an et ils ont des échéances à respecter, ils ont des choses à faire avec des erreurs, ça c'est sûr, mais on apprend aussi comme ça. En fait, vous avez monté une entreprise. Comment vous avez fait pour les gens qui écoutent et c'est quoi votre secret pour avoir fait 4 enfants qui ont chacun un atout et avec lesquels justement vous pouvez monter un projet, c'est génial. Oui, il n'y a pas de secret. Après, on s'adapte effectivement, mais parce que c'est du partage, c'est de l'échange. Et puis effectivement, ce que disait Cécile, il y a quand même une notion d'organisation, d'engagement, parce qu'on n'a rien à gagner en fait, sauf partager du plaisir et en donner. Et donc, on va en recevoir, on en reçoit déjà d'ailleurs. Et c'est important, surtout dans la vie dans laquelle on vit. En fait, avec tout ce climat de tension, d'incompréhension, d'intolérance, moi je dis non, moi je suis pas d'accord. Donc on n'est pas des exemples, ça c'est sûr, on n'est pas des exemples, mais on tente quand même et on a ce devoir en tant que parents d'inculquer à nos enfants certaines notions. Alors ça passe aussi par ce type de projet-là. Donc alors on alterne entre l'engueulade avec nos enfants et l'enthousiasme, ça c'est sûr. On s'est engueulé encore avant-hier avec notre petit dernier parce qu'il y a une coquille sur le site web. En même temps, on est super content parce que voilà, d'autres choses se passent. On est fiers. Mais bon, après, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que nous. Il y a des bénévoles qui se greffent, bien sûr, à notre cercle familial. C'est très ouvert. Et puis, tous les institutionnels, je le redis, mais nos partenaires, etc., voilà, qui nous écrivent, qui sont en soutien. Et voilà, donc ça prend de l'ampleur. Donc, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux.
Eh ben, je sais pas vous, mais moi, cette histoire, je l'adore. Je la trouve inspirante et je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir créé un festival en famille. Si vous voulez connaître tout le détail bien détaillé du programme, eh ben, restez avec nous. On se retrouve juste après la pub. Parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres, où nous étions en train de découvrir le festival Il à rire qui aura lieu à Saint-Denis-d'Oléron le vendredi, samedi et dimanche 28, 29, 30 juin prochain et qui nous réserve des belles surprises. Et d'ailleurs, j'ai redemandé à Richard et Cécile de bien nous détailler toute la programmation pour nous donner envie. On écoute Richard tout de suite. Enfin, les journées sont couvertes d'animation, mais les points d'orgue sont quand même les soirées. Donc à partir de 18h, les choses s'animent et les spectacles sont à 20h. Alors les animations, alors le fait qu'elles sont gratuites, ça ne veut pas dire qu'elles sont de basse qualité. Au contraire, ce sont des cachets d'artistes, exactement comme les cachets de soirée, sauf qu'ils sont gratuits, donc on les prend en net charge. Donc petit clin d'œil aux partenaires. Mais effectivement, il y a Steph le ventriloque, par exemple, qui va faire un spectacle pour adultes, pour les ventriloques. Donc ça, c'est sur la scène du port le vendredi soir. Donc et c'est très interactif. Il descend dans le public et voilà un bel exercice de ventriloquie. Donc ça, c'est très sympa. Et le lendemain, il le fait que pour les enfants. Donc ça sera un autre spectacle. Donc bonjour à Steph. Et puis il y a aussi Bernie qui fait son spectacle sur la scène du port. Donc c'est vrai que c'est gratuit, mais Bernie a un one woman show. Donc une artiste de talent en reconversion professionnelle et qui commence à faire parler d'elle de plus en plus au niveau national. Donc voilà, avec un décor extrêmement minimaliste sur scène et qui va nous dépeindre quelques scènes de vie qui sont très sympas. C'est adressé à quel public, Bernie ? Bon, tout public, ça cible pas les enfants spécialement, mais les enfants sont bienvenus en fait. C'est un public jeune et adulte en fait. Et puis il y a Ezek Le Floch. Alors Ezek Le Floch, lui, il est connu. Alors il a déjà tourné sur l'île en fait. C'est un spectacle qui s'appelle La Valise. Donc sur ce crâne rasé, il fait à la fois du jonglage et puis c'est des scènes plutôt adressées aux enfants ou aux jeunes adultes, on va dire. Donc ça paraît un petit peu austère au début et d'un seul coup, avec la magie et son talent, ça devient assez drôle. Et puis bien sûr, il faut signaler, elle est très très connue sur l'île, c'est Madame Flèche, donc Karine, donc Madame Flèche qui va se produire. Donc elle va tambouriner sur plusieurs marchés, sur 3 marchés, pour annoncer le spectacle avec son tambour. Bon, on la connaît, ceux qui la connaissent pas auront la surprise. Donc elle va tambouronner pour annoncer les spectacles. Et puis bien sûr, elle va produire son propre spectacle sur la scène du port le vendredi soir à 18h. C'est un spectacle inédit ? C'est pas un spectacle inédit, mais à chaque fois, il y a une zone d'improvisation sur les spectacles de Madame Flèche. Et puis, il y a beaucoup d'interactions avec le public. Donc, à la fois, elle mêle l'improvisation avec un spectacle écrit. Donc, on est presque dans le burlesque. C'est très sympa. Et on s'ennuie jamais pour avoir vu plusieurs de ces spectacles. À chaque fois, il y a un côté innovant et elle est très drôle, c'est vrai. Il y a quand même un cabaret d'impro parce que sur la plage de Saint-Denis, il y a Fred qui a son petit restaurant sur la plage. Et on a décidé de faire un cabaret d'impro. Donc le public arrive, donc les places sont extrêmement limitées, il faut réserver. Donc il y a une cinquantaine de places. Planche apéro face à la mer avec un stand-up de 2 comédiens d'impro pendant 1 heure face à la mer. Donc ça, c'est le samedi à 19h. Donc là, il faut réserver en revanche. Il n'y a que des humoristes ou il y aura aussi un peu de musique ? Alors bien sûr, il faut de la musique, il faut toujours de la musique dans la vie. Donc on va clôturer les spectacles sur le port, donc le vendredi soir et le samedi soir, par une jeune artiste. Alors une jeune artiste, elle a 21 ans, elle s'appelle Léonie. Elle a écrit ses premières chansons à 10 ans. Elle vient de sortir son premier album à 20 ans. Donc c'est le style de musique, c'est du R&B soul mixé sur les années 70-80. Donc elle trouve sa voix, elle trace sa voix. Donc c'est sympa, c'est du R&B, c'est cool mais en même temps très entraînant. Donc elle vient avec 3 musiciens donc sur scène. Donc les concerts, ce sera le vendredi soir à partir de 22h. Donc après Steph le ventriloque et le samedi soir donc à 22h après le one-man show de Bernie Surkiff. Donc pour un spectacle qui va durer 1 heure, 1 heure et quart avant de se retrouver autour du bar à huîtres tous ensemble encore une fois. Il va falloir des huîtres et du vin. Le concert est gratuit.
Et voilà, et les musiciens sont très accessibles. Léonie aussi, elle va passer le week-end avec nous. Donc, et elle prépare son deuxième album. Donc il y aura quelques morceaux d'ailleurs du deuxième album. Et on peut la trouver sur site. Il y a des clips aussi, elle a déjà réalisé des clips. Donc elle se donne là aussi, il y a cette volonté, et ça rejoint ce qu'on disait sur le projet familial. Voilà, c'est une jeune qui a démarré petit, qui est étudiante, qui a lâché ses études pendant 1 an parce qu'elle veut investir la musique. Elle se donne beaucoup de mal, enfin du mal et du plaisir. Mais en attendant, voilà, elle essaie d'ouvrir les portes, elle fait des clips, elle fait des albums, elle écrit des chansons. Ils sont allés avec ses 3 musiciens, ils se débrouillent, etc. On a aussi l'impression, le sentiment de l'aider, on est fiers de ça. Et puis on va lui proposer un public. Alors oui, c'est gratuit, mais il faut que ce soit aussi gratuit la musique. Donc voilà. Donc nous on la paye, mais on l'offre au public. Donc les spectacles payants, salle de l'Escale. La première partie de soirée, c'est 18 €. La deuxième partie de soirée, c'est 25 €. Et les tickets sont en libre achat, en fait, sur le site web. Donc festival-ilarir.com. Donc festival-ilarir.com. Donc voilà, il suffit d'aller sur le site web que Gaspard a conçu, d'acheter les places. On reçoit un QR code et voilà, c'est terminé. La place est libre. Alors, on va voir, donc salle de l'Escale, le vendredi soir, un spectacle d'impro interactif. Donc ça s'appelle Notif. Donc le public envoie une notif, c'est projeté sur un grand écran. Et là, il y a un spectacle qui démarre d'improvisation. Donc c'est pour dénoncer un petit peu l'aliénation qu'on a avec nos smartphones. Il faut venir avec son smartphone pour un spectacle comme ça. Bah oui, c'est bien aussi, pour une fois qu'on va les autoriser. On peut faire un spectacle où on écrit sur son téléphone pendant qu'on regarde un spectacle, c'est génial. Oui, ça sera avec modération quand même. Et puis le deuxième, c'est un one-man show avec Marcus. Donc là, waouh, ça va pulser, comme on dit. Donc à partir de 22h le vendredi. Et le samedi, salle de Scale toujours, un comedy club. Donc avec 4-5 comédiens qui vont se succéder. Donc là, ça va pulser hommes et femmes. Et puis en deuxième... Est-ce que tu peux nous rappeler un comedy club, c'est quoi justement pour ceux qui connaissent pas? C'est le premier festival de rire sur l'île d'Oléron. Il y a peut-être des non-avertis. Qu'est-ce que c'est un comedy club? Alors un comedy club, là il va y avoir 4 ou 5 artistes, tous plus farfelus les uns que les autres, qui vont se succéder en one-man show en fait sur scène. Donc chacun 20 minutes pour à leur façon, en fonction de ce qu'ils ont écrit et perçu de la vie, vont faire un mini spectacle donc de 20 minutes chacun. Donc les uns derrière les autres, donc ça va durer à peu près 1h30, 1h45 pour passer les 4-5. Et en deuxième partie de soirée, donc à 22h le samedi. Une autre de tête d'affiche, donc Vanessa Caillot, donc qui fait son tour de France et qui finit donc à Saint-Denis avec un one woman show de quelque chose sur la vie, et son spectacle s'appelle Le dernier boulet du reste de ma vie. Je peux pas en dire plus. Et le dimanche? Et alors le dimanche, bien sûr, il y aura toujours le yoga du rire pour démarrer la matinée tranquille sur la plage. Alors ça, c'est gratuit. On se greffe autour d'Hippolyte qui va nous faire des séances de yoga du rire. Et à 11h, donc spectacle gratuit sur le port avec une troupe de Saint-Denis, d'Oléron, les Dionis Zinzin, donc qui reprennent des sketchs déjà connus et qui vont les faire à leur sauce. Donc ça dure 1h15 et ça va être assez sympa. Et on terminera le festival autour du bar à huîtres à partir de 12h30. Voilà, dans la bonne ambiance pour clôturer le festival vers 15h. Et au final, c'est ça qui est beau, justement, pour résumer votre événement. À la fois, vous avez fait une proposition où vous proposez des beaux spectacles payants en faisant venir des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir se représenter sur l'île d'Oléron, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas forcément un budget spectacle, vous proposez aussi concerts gratuits, des spectacles gratuits, et au final, il y en a un peu pour tout le monde, il y en a pour toutes les bourses, tous les âges, tous les goûts, toutes les ambiances, toutes les envies, toutes les humeurs. Bah oui, il y en a pour tout le monde. Le but, c'est pas de faire du gratuit. On pourrait tout faire gratuit, mais à un moment, il faut aussi payer les artistes. Il y a une notion économique, parce que les artistes, ils viennent, tous ceux qui viennent, on les paye. Donc, Puis un artiste, ça se paye, en fait. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Mais oui, mais c'est normal. Donc, il faut que les artistes, il faut qu'ils soient tous payés, mais il faut donc qu'il y ait, par conséquent, des scènes payantes. Et parce que les scènes gratuites, elles sont gratuites pour le public, mais nous, on les paye. Et c'est, encore une fois, c'est grâce à nos partenaires, grâce à la municipalité de Saint-Denis-de-Oléron, aux élus qui nous ont accompagnés aussi. Donc c'est un juste retour en fait des événements. Et puis en payant, le public, il paye des artistes, il paye pas tellement une association ou un festival, il paye des talents. Ça, c'est une belle phrase pour conclure justement ce beau programme de ce festival Il à Rire qui aura lieu le week-end prochain. Et j'ai demandé pour conclure comment on peut leur souhaiter ce premier festival à Richard et Cécile. J'imagine avec une belle météo parce qu'on l'attend tous, mais sinon...
quelle que soit la météo, quel que soit, l'essentiel est fait, j'ai envie de dire. Les artistes sont au rendez-vous, le public il sera au rendez-vous, tous nos partenaires seront présents et il y a déjà de la bonne humeur parce que quand on le présente ce festival, on dit festival d'humour, déjà ça donne de la bonne humeur. Voilà, c'est pas gagné, mais voilà, on est dans ça. On n'a pas de résultat attendu. Nous, ce qu'on souhaite en tant qu'association, donc l'association Les Pradoches qui a créé le festival, c'est d'équilibrer nos comptes parce que c'est quand même un budget de famille qui est dedans. Donc on souhaite juste équilibrer nos comptes, c'est-à-dire payer nos artistes et puis nos quelques fournisseurs. Et c'est tout en fait. Après, comme disait Cécile, c'est partager de la bonne humeur. Voilà, un bon moment. C'est l'idée de départ d'il y a 2 ans. On est à 15 jours de l'événement. On est déjà content en fait. Vous arrivez déjà avec votre bonne humeur, on vous en offre en plus. Alors là, ça va être le spectacle, ça va être un feu d'artifice d'humour et de rire. Là, l'île d'Oléron va trembler. Oui. L'île d'Oléron va trembler, surtout avec toute l'actualité là. Les grincheux, venez nous voir, on va vous détendre. Et ceux qui sont joyeux, venez nous voir, on va partager des bons moments. Donc voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a donné envie de voir et découvrir ce super festival. En plus, ce sera sur le week-end où va falloir aller voter, donc avoir un petit peu de bonne humeur. Ça fera du bien à tout le monde, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera aussi d'un autre festival qui a lieu le même week-end sur l'île d'Oléron. C'est le festival Post-Aprose qui en est à sa 5e édition. Nous aurons Carla au micro de Laisser parler les huîtres pour nous en dire un peu plus. Et d'ailleurs, comme d'habitude, si vous voulez que je vous tende mon micro pour un événement ou un sujet qui vous tient à cœur, il y a toujours l'adresse email laisserparlerleshuîtres@gmail.com. Mais je me suis aussi mis à la page et vous pouvez aussi m'envoyer un message sur la page Instagram Laissez parler les huîtres. Alors n'hésitez plus, je vous attends avec vos petits messages. Et en attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous, mettez de la crème solaire même quand il n'y a pas de soleil. Et puis n'oubliez pas de sourire à votre prochain. À bientôt et merci. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres.